Eh bien, mes chers filles d'Olympe, pour l'épisode du jour, je vous emmène dans le monde merveilleux ou mystérieux de la mort. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Pourquoi je fais une chose pareille ? Parce que lors du congrès médical que j'ai couvert ce week-end, dont je vous ai déjà parlé dans une autre bulle, j'ai rencontré une formidable scientifique qui s'appelle Claudine Abeck. Claudine Abeck, elle est anthropologue physique, on va l'appeler comme ça, même si elle a un parcours qui l'a mené de « c'est impossible de faire ce métier » à « je suis une scientifique de renom », parce que bien sûr qu'on a un peu freiné ses ambitions au moment où elle avait envie de faire ça quand elle était petite. Claudine Abeck, elle nous a parlé de la mort d'une manière extrêmement vivante, extrêmement concrète, et j'avais envie de vous donner la possibilité d'écouter un peu de ses paroles autour de ce sujet. Si je vous parle de ça, si je vous propose ça, c'est parce que vous allez voir qu'elle va nous parler des os, mais en réalité, à travers les os, elle parle des vivants et des vivantes. Elle parle de nous. Elle parle de ce que la mort raconte de nos sociétés, de nos hiérarchies, de nos amours et puis peut-être aussi de nos oublis. Elle parle aussi de ce que la mort raconte de nos hiérarchies sociales et de nos hiérarchies de genre également. Alors, peut-être que de regarder les morts, c'est une manière de peut-être mieux comprendre ce que nous vivons. C'est un peu ça qui était l'intérêt de la conférence de Claudine Abeck. Et puis peut-être aussi de réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre. Alors, dans cette bulle, je lui ai posé 4 questions qui n'étaient pas destinées à entrer dans un podcast. Donc, elles sont un peu brutes de décoffrage en termes d'entourage. Je ne la salue pas largement, je ne fais pas tout ça. Mais j'essaye de poser des questions qui permettent de vous donner le goût de ces réflexions-là. Surtout le goût des réflexions amenées par cette personne-là sur la mort, sur le genre, sur les chasseurs et chasseuses-cueilleuses peut-être, et sur la manière de concilier science et mémoire. Parce que oui, même au fond d'une tombe, on trouve des récits de pouvoir, des récits de domination, et puis peut-être aussi des récits de résistance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pourquoi c'est important de raconter la mort ? Pourquoi c'est important d'aller chercher ces informations puis les faire remonter pour les diffuser aux vivants ? Alors parce que la mort, c'est notre destin à tous, aussi macabre que ça puisse paraître. Nous sommes tous des morts en devenir. C'est ce que j'aime dire quand on me dit « mais au final, ça sert à quoi ?» Donc quelque part, ne pas s'occuper des morts maintenant, de nos morts, c'est ne pas vraiment assurer son propre futur, quel que soit celui qu'on souhaite, dans notre mort à nous. C'est un sujet de société, la mort. C'est pas quelque chose qui est réduit à 2-3 huluberlus qui regardent des squelettes. Elle est présente partout. C'est un fait social. Quand quelqu'un meurt, il y a toute une dynamique sociale qui se met en place autour de ça. Et donc je trouve que ne pas étudier les morts anciens, c'est ne pas s'intéresser aux morts futures et donc à nous-mêmes. Et alors, qu'est-ce que ces morts nous apprennent sur nous ? Ils nous apprennent plein de choses, ils nous apprennent sur notre évolution en tant que population. Donc par exemple, est-ce que les maladies qu'on voit dans le passé, c'est des maladies qui sont toujours présentes ? Est-ce que la manière dont les gens se battent, meurent dans le passé, c'est la même chose qu'aujourd'hui ? Quelles évolutions on voit ? Et puis ça nous apprend aussi sur les rites funéraires, parce qu'on peut, par exemple, quand on enterre quelqu'un, ou qu'on le momifie, ou qu'on lui construit une pyramide, ou qu'on lui construit un tombeau enterré, c'est autant de processus en fait qui montrent la valeur que l'on donne à la vie d'une personne de son vivant. La mort, c'est le reflet de la vie. Vous avez parlé des questions de genre, des questions de sexe, en disant que pour vous, au niveau des morphologies, on était plutôt dans des visions biologiques de l'appartenance sexuelle. Comment est-ce qu'on travaille cette question-là sur des siècles passés, alors que c'est une question qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui ? Alors déjà en faisant la distinction entre la biologie et le social, donc ça c'est très important, c'est ce que j'ai dit dans la présentation. Moi quand je parle de sexe, je fais vraiment une estimation de la probabilité qu'une personne soit XX ou XY, tout en sachant qu'il y a un éventail de critères génétiques qui ne rentreront pas dans ces deux catégories. Donc on est conscient de ça.
Il faut simplement l'intégrer en fait dans nos analyses. Et après, je distingue vraiment le sexe du genre. Le genre, pour nous, c'est plus une construction sociale, mais c'est quelque chose qui est parfois invisibilisé dans les sociétés du passé, et on y touche en relevant les incohérences. Par exemple, j'ai parlé de ces tombes. Pendant longtemps, on a estimé que le mobilier funéraire, c'est-à-dire les choses qu'on retrouve dans les tombes, était indicatif du genre. Donc par exemple, si vous étiez enterré avec une épée, vous êtes un homme. Si vous êtes enterré avec des bijoux, vous êtes une femme. Et ben, on s'est rendu compte grâce à l'ADN, qui nous permet de donner justement une réponse génétique à la question est-ce que c'était un homme ou est-ce que c'était une femme, que parfois on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont enterrées avec des épées et des hommes parfois qui sont enterrés avec des parures. Donc il a fallu reconsidérer ça, et c'est une question, c'est l'archéologie du genre est une nouvelle discipline de l'archéologie où on travaille justement sur ces paradoxes. Et donc vous allez pouvoir tordre le cou à cette idée de la génération des chasseurs-cueilleurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Effectivement, pendant très longtemps, quand on parle chasseur-cueilleur, on imagine moi homme, moi chasser, moi femme, moi aller faire cueillette. Et en fait, il y a des études qui ont montré que la musculature des femmes à l'époque des chasseurs-cueilleurs est très très développée, ce qui n'est pas nécessaire pour aller cueillir par exemple des baies. Et il y a justement toute cette idée qu'en fait, il n'y a aucune raison biologique d'affirmer qu'une femme est moins capable de chasser qu'un homme. D'autant plus que lorsqu'on considère que déjà d'un point de vue des autres espèces, on a plein d'espèces où les femelles chassent bien autant que les hommes, voire plus. Je prends l'exemple des lions, justement, lion-lionne. On va dire c'est souvent les lionnes qui font la majorité du boulot. Et on a aussi, quand on pense à la chasse humaine, ils s'attaquaient parfois à des animaux qui étaient bien plus gros qu'eux. Ce qui nécessite en fait une cohésion sociale au niveau du groupe. Pour pouvoir s'attaquer à un mammouth, vous n'y allez pas tout seul. Donc il faut vraiment cette cohésion sociale. Et en fait, cette cohésion sociale, elle est notamment relevée chez les femmes. C'est les femmes qui construisent souvent le lien social au sein d'une communauté. Oui, il y a toute cette question scientifique que vous êtes en train d'étudier, et puis il y a tout le volet un peu énergétique finalement de ces vies qui restent parfois enfouies sous des bâtiments commerciaux qu'on peut construire ou des choses de ce genre-là. Comment vous vivez-vous ça? Comment vous faites la part des choses entre la version cartésienne et scientifique sur laquelle vous travaillez, puis tout ce qui se passe autour de ce que sont quand même des vies humaines? Alors c'est vraiment là, on touche à un sujet en archéologie et anthropologie, et surtout quand on s'occupe de vestiges humains, qui est la division entre le corps et l'esprit. Dans une vision cartésienne des choses, on a le corps qui devient au final objet scientifique que l'on peut prélever, que l'on peut manipuler, que l'on peut étudier. Et l'esprit est en fait mis de côté parce que dans notre vision très occidentale du monde, ce sont deux choses complètement séparées. Mais ce que j'essaie justement d'introduire dans mes recherches et transmettre à nos étudiants, c'est que quand, dans certaines civilisations, l'esprit ne s'arrête pas avec la mort. Donc un vestige humain, un bout d'une personne, une main, un crâne, peut être investi d'un capital sociétal, en fait d'une signification pour la population qui ne s'arrête pas avec la mort. Donc il faut juste se poser des questions sur le fait que notre vision occidentale de la mort, qui est cartésienne et qui sépare le corps de l'esprit, elle n'est pas applicable dans toutes les situations. Et que ce n'est pas parce qu'on n'y est pas habitué que la vision d'une autre population n'est pas valable. Donc par exemple, j'ai présenté le crâne Aymara, l'individu Aymara dont le crâne est conservé au musée cantonal d'archéologie et d'histoire à Lausanne, que nous avons publié avec mes collègues. Et par exemple, on a décidé de ne pas faire d'investigation destructive sur ce crâne. Nous n'avons pas pris d'échantillons pour ADN, nous n'avons pas pris d'échantillons pour isotope, parce qu'on a considéré qu'avec les informations qu'on avait, on avait déjà bien assez d'informations pour contextualiser son existence dans les collections ethnographiques, et que ce serait un affront supplémentaire que de prendre un morceau de cet individu alors qu'on n'en a pas besoin. Si par contre un peuple autochtone nous disait ah ben ça c'est notre ancêtre, on le considère comme un ancêtre parce que pour nous la barrière du temps et de la mémoire n'est pas la même que dans notre société occidentale, et on aimerait le récupérer et on vous autorise à faire un prélèvement ADN pour assurer en fait que c'est bien quelqu'un de cette population en termes de génétique, là je pourrais imaginer procéder à un tel échantillonnage. Donc ce que j'essaye de faire par rapport à cette question, c'est simplement d'avoir un moment de pause avant étude pour encourager à la réflexion et encourager les perspectives autres que notre vision occidentale. Peut-être que pour terminer et pour reprendre un peu la parole à la fin de cet entretien, j'aurais envie de vous proposer une pratique un peu symbolique. Peut-être écrire à votre mort futur, à notre mort futur. Est-ce qu'on a envie de lui écrire? Qu'est-ce qu'on aurait envie de lui dire? Une sorte de lettre de transmission, pas une lettre de peur. Qu'est-ce qui pourrait rester de moi si on me découvre dans 1000 ans? Voilà la question avec laquelle je vous laisse.
Qu'est-ce que pourraient bien raconter mes traces ? J'espère que ça vous permettra d'aller un peu plus loin autour de toutes les questions qui ont été abordées ici. Et puis, si cette bulle a révélé quelque chose en vous, ne laissez pas la flamme retomber. Vous pouvez me retrouver dans ma fameuse lettre du dimanche dont je vous parle abondamment. Et puis, vous pouvez aussi continuer d'écouter ces podcasts si ça vous convient, si ça vous intéresse. Parce que vous le savez, on ne naît pas libre, mais on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Merci d'avoir écouté cette bulle jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite.